Et alors, il y a évidemment des effets collatéraux, disons des dommages collatéraux, qui quand même sont assez, allez, même en période, faut rire un peu, et vous savez, vous vous rappelez quand même le Paris-Dakar. Eh bien, voilà ce qui va arriver sur le Tour de France, et ensuite nous allons aller en Chine, à Wuhan, avec une interview exclusive de Guillaume Zaguri, médecin généraliste, qui va nous raconter ce qui se passe, qui s'est passé là-bas. Il est depuis 20 ans à Wuhan, au cœur de la Chine, au cœur où s'est passé, où a commencé la pandémie, et il va nous parler de tout cela, et puis avec le docteur Bernard Cron, notre ministre de la Santé à nous, qui a aussi des choses à nous dire. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo. Voilà, Georgette Plana, elle a rejoint Anne Hidalgo. Fais du vélo, c'est bien. À propos d'ailleurs, Anne Hidalgo, on n'entend pas beaucoup là depuis 15 jours, la maire de Paris. Il serait bon qu'elle se manifeste aussi en fonction de ce qui se passe. Peut-être par exemple faire comme à Marseille ou à Nice, désinfecter les rues. Ouais, c'est pas mal ça, vous savez, comme ils font en Chine, en Corée ou ailleurs, et des camions entiers qui désinfectent les rues, ce serait pas mal ça. Mais enfin, passons. En attendant, il y a quand même une nouvelle formidable. Le Tour de France s'exporte. Le Tour de France, cette année, si tout va bien, on est en discussion, c'est pas encore fait, va s'exporter. Et où, auditeur de Sud Radio? Où? En Corée du Sud. Oui, le Tour de France va avoir lieu en Corée du Sud, puisque, comme a dit notre ministre des Sports, oui, on va essayer de tenir le Tour de France, mais à huis clos. Vous voyez un peu, à huis clos. C'est-à-dire, vous n'aurez absolument pas le droit, évidemment, coronavirus oblige, d'aller applaudir, de jeter des gourdes ou des bouteilles d'eau sur les coureurs, de les applaudir, etc. Le Tour de France, l'institution absolue, l'ADN. Eh ben, comme il n'y aura personne, comme les coureurs, et ce serait un Tour de France quand même, c'est pas possible. Un Tour de France sans public au bord de la route, mais c'est Roux sans Combalusier, c'est Barbès sans Rochechouart, c'est Otis sans Piffre, c'est Erckmann sans Chatrian. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc, on discute avec les Coréens du Sud pour faire le Tour de France en Corée. C'est pas beau ça. Vous voyez, en même temps qu'on dit mondialisation, c'est terminé, et en même temps, une autre mondialisation se met en place pour les événements sportifs. Par exemple, le Paris-Dakar, comme vous le savez, déjà en Amérique du Sud. Et cette année, il va être où? En Arabie Saoudite. Et ça s'appelle toujours le Paris-Dakar. C'est pas beau. On a une réalité quand même assez formidable, écoutez. Franchement, un moment de réjouissance dans ce monde de brutes. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille les deux invités d'André Berkoff. D'abord, il l'a dit, notre ministre de la Santé à nous, Bernard Cron, chirurgien, vice-président de l'internat de Paris. Et puis en direct de Wuhan, en Chine, de là d'où est parti tout le mal, Guillaume Zaguri, médecin généraliste qui vit à Wuhan depuis 20 ans. Bonjour, docteur Zaguri. Bonjour, docteur. André. Ah bon, merci. Bah écoutez, vous nous entendez bien, ça va? La liaison est bonne? Bon. Excellent. Docteur Zaguri, je voudrais quand même que vous parliez de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à Wuhan, je crois, il y a 20 ans, d'après ce que vous m'avez dit? Oui, effectivement, je suis en Chine depuis 20 ans et il s'avère que j'ai commencé par travailler pour une clinique internationale qui s'appelait International SOS. Et j'ai passé 3 ans à Wuhan, donc en plein centre de la Chine, et j'ai vécu là-bas l'épisode du SARS. D'accord. Ensuite, j'ai été voilà, donc j'ai cette expérience qui a été très vive et très très importante en Chine et qui explique maintenant pourquoi les Chinois sont beaucoup plus réactifs, car ils ont une mémoire historique de cet événement qui avait qui a eu beaucoup d'impact tant au plan médical qu'au plan économique. Ça a été, docteur, ça a été très important en Chine, le SARS, enfin du point de vue des victimes, etc. Non, parce qu'il y avait 800 victimes, mais pendant 2 mois, surtout qu'il n'y avait pas les moyens de communication de l'époque. Et donc, tout avait été bloqué comme maintenant. Et les Chinois avaient été meurtris par ces 2 mois d'immobilisation de toute l'économie. Et c'était vraiment. Mais ça les a préparés, vous dites, quelque part. Absolument. Et à Hong Kong aussi, bien sûr. À Hong Kong aussi, oui. Et alors, vous êtes à Wuhan là maintenant depuis combien de temps? Enfin, Non, en fait, j'ai passé 3 ans à Wuhan
J'ai passé ensuite 5 ans à travers différentes missions à travers la Chine, à Tianjin, où j'ai rencontré mon épouse chinoise, dans le Fujian, ou dans différents endroits. Et après, je suis allé, j'étais dans l'équipe fondatrice du 2e hôpital international de Pékin, qui s'appelle Oasis. Et j'étais le premier directeur médical, puis j'ai fini comme vice-président. Et maintenant, je suis revenu à Shanghai, donc j'ai vu l'épisode du coronavirus et de Shanghai. Coronavirus. Ah oui, d'accord. Et vous l'avez vécu de Shanghai. Alors dites-moi, comment ça a été vécu? Parce que je rappelle que vous avez ouvert un site qu'on peut consulter, que tous les auditeurs de Sud Radio et que tout le monde peut consulter, qui est le Covid Minute. C'est bien ça? Votre site. Il y a une petite historique. Oui, absolument, covidminute.com. En fait, comme on avait l'expérience du SARS et comme on a senti qu'il y avait des choses qui se passaient en Chine à la mi-janvier, j'ai contacté l'Union des Français de l'étranger en leur disant, écoutez, il faut faire par expérience, toutes les mamans vont être affolées, il faut faire une réunion physique avec toute la communauté française parce que une nouvelle maladie, la Chine, la surinformation, il faut donner de l'information claire. Ouais. Et on avait prévu de faire une réunion physique, donc avec une vraie réunion. Et 3 jours avant, non, tout est annulé en Chine, toutes les réunions sont annulées. C'est le 28 janvier. Donc on va faire quelque chose d'autre. On fait un WeChat qui est le WhatsApp local. Oui. Et au bout de 2 jours, on avait déjà 500 personnes sur le premier groupe, parce que ce sont des groupes de 500. Deuxième jour, il y en avait. Troisième jour, il y en avait deux groupes. Et on a fini avec 10 groupes de 500 personnes de followers qui tous les matins attendaient cette information qui était un peu technique mais à la fois accessible. Voilà. Et donc on a continué comme ça. Et juste pour terminer, André, le 3 mars, les autorités chinoises disent stop, on arrête toutes les communications. Vous n'avez plus le droit de communiquer. Il n'y a qu'une seule. Bien sûr. Ouais. Et donc on a créé ce site, qui est un site de fait par des bénévoles et tous les jours on essaie de l'alimenter avec de la vue d'Asie. Voilà. Et qui n'a pas été interdit en Chine, enfin, qui vous a pas eu de problème d'interdiction ou de censure? Non, parce que le site il est pas en Chine, il est international. Oui, il n'est pas en Chine, donc il est international, très bien. Et dites-moi, comment a été vécu, alors justement, comment a été vécu par les Français de Chine, disons, enfin, ce que vous avez vu, puisque justement vous avez communiqué, comment a été vécu l'éruption de ce qu'on appelle aujourd'hui une pandémie qui l'est? Comment ça a été vécu là-bas? Alors, ça a été vécu au début initialement, bien sûr, comme un peu de panique, parce que toujours la même chose. Une maladie nouvelle, c'est déjà toujours. Est-ce que ça touche les enfants? Est-ce qu'on peut en décéder, etc. En Chine, on sait très bien que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, donc il y a toujours des problèmes de data, des problèmes d'explication de langue, etc. Et troisièmement, tout de suite la surinformation, les groupes internet, toutes les informations surtout qu'à l'époque, il faut bien comprendre qu'on a beaucoup de chance en France. Hein. On bénéficie de 2 mois de connaissance de la maladie, alors que nous, initialement, on n'avait rien du tout. Et donc, il y avait beaucoup d'inconnus. Et il a fallu rassurer un peu tous ces gens. Mais ça, c'est capital. Parce que la France part avec 1 mois et demi d'avance, voire 2 mois. La question, on ne sait pas si on les a bien utilisés. C'est une autre question. Mais on se demande si on a bien utilisé ce mois et demi et 2 mois d'avance, docteur Zaguri. Oui. Et André, je vais vous dire quelque chose. En Chine, pour bien comprendre, il faut connaître la Chine. Il faut comprendre ce qui s'est passé à Wuhan. Et dans le Roubaix, il faut avoir ce qu'on appelle une équation de dimension. Le Roubaix, c'est la France. C'est en superficie, d'accord? C'est à peu près en superficie, c'est pas même superficie. Et en termes de population, c'est l'Italie. C'est 60 millions de personnes. Vous voyez? D'accord. Rien que le Roubaix. Bien sûr, puisque la Chine, c'est 20 fois la France, d'accord? Donc, c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Et donc, dans cette petite province, tout va se passer dans cette petite province. Et c'est ça qui a très vite rassuré la communauté française, c'est que 95% des cas, 95% des morts sont dans cette petite province, ont été cantonnés dans la province du Roubaix. C'est comme si en France, vous disiez, voilà, tout s'est passé du côté du 20e de la France, d'un petit département, 95% des cas, 95%. Et tout le reste, il y a eu, à cause des départs de Chinese New Year, etc., du Nouvel An chinois, tout le reste, c'était des petits... Voilà. Et donc, le confinement
de Wuhan et de Roubaix. Et là, il faut saluer la population chinoise qui a été stoïque. Honnêtement, ils ont vécu ce que peu de gens ont pu vivre pendant 2 mois de lockdown. C'est-à-dire qu'on ferme complètement, on gèle complètement la ville. Et tout total, confinement total, quarantaine. Ouais. Total, absolu. On sort pas de chez soi. On ne sort pas de chez soi. Et pour l'autre Chine, donc les 95% de la population restante, eux, ils ont vécu un confinement, mais qui n'avait rien à voir avec un confinement total. Et donc, on a vite vu que tous les chiffres sont montés, mais que quand même que 5% seulement des nouveaux cas apparaissaient en dehors de Roubaix. Donc, quand on parle de la Chine... Ah oui, en dehors de ce cluster, si on veut dire, un immense cluster, absolument. Mais un cluster quand même. Ouais. Absolument. D'accord. Et donc, si on ne comprend pas ça, on croit que la Chine, ça a été homogène. Non, ça n'a pas du tout été homogène comme distribution de cas ou comme mortalité, etc. Ouais, c'est très intéressant. La situation actuelle, il y a depuis une semaine, 10 jours, 0 cas locaux venant de Chine, mais ce que craignent les Chinois, c'est la seconde vague. Et donc, ils sont en train de dresser une muraille de Chine autour de la Chine, en sachant qu'il y a environ encore une cinquantaine d'avions qui arrivent qui arrivaient récemment dans les aéroports internationaux à Pékin, à Shanghai et Canton. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ils ont dit que ces vols amenaient en moyenne une cinquantaine de cas importés sur les 23 000. D'accord, pour vous donner un ordre de grandeur. Et est-ce que à Hubei et à Wuhan, pardon, oui, docteur Zaguri, juste à Hubei et à Wuhan, est-ce que la courbe a commencé à baisser ou pas dans l'endroit de la pandémie, dans la naissance? Oui. Absolument. Et depuis longtemps, ça c'était parce qu'ils ont fait ils ont tellement fermé qu'on a vu les épidémies commencer à décroître à partir du 15e jour, donc ça devait être vers le 15 février. Oui, d'accord. Vous voyez. D'accord. Et toute la Chine a suivi. Et donc là, actuellement, ils n'ont qu'une crainte, c'est cette seconde vague. Et ils ont même arrêté aucun étranger n'a le droit de venir en Chine. Seuls les Chinois ont le droit de venir en Chine même. Par peur d'avoir des cas importés, en sachant que dans les cas importés, les 80% c'était quand même des gens d'origine chinoise, des étudiants qui revenaient. Vous voyez, par exemple. Eh oui, je comprends. Mais aujourd'hui, la Chine, donc, s'est confinée, c'est-à-dire, on a fermé les frontières de la Chine en total. Je ne parle pas de Wuhan et du cluster, enfin de. Non, c'est total. C'est total. Oui, bien sûr. Mais la Chine revit. Par contre, l'économique est repartie. Et bien repartie d'ailleurs. Et est-ce que le reste de la Chine est toujours confiné ou les gens circulent à nouveau dans les rues, etc. aujourd'hui? Justement, moi je suis pas à Shanghai, tout le monde tous les jours, parce que justement comment la seconde vague pourrait se produire sur les cas importés, on l'a vu. Tous les gens étaient dans les provinces périphériques, on les laisse maintenant revenir tout doucement dans les grands centres urbains comme Shanghai, mais tout ça c'est par palier, ça se fait pas d'un coup, d'accord? Par palier. Voilà, et ils traquent tout le monde, c'est la moindre chose, tout de suite ils vont identifier les cas. Et donc, docteur Zaguri, restez avec nous. C'est très, très, très. Votre témoignage est passionnant. Après une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes, 2 minutes après une petite pause. Tout de suite. Et nous sommes toujours avec le docteur Guillaume Zaguri, qui est en Chine, qui depuis 20 ans vit en Chine, il a vécu de longues années à Wuhan. Et nous allons entendre tout à l'heure le docteur Bernard Cron, bien sûr. Docteur Zaguri, si vous aviez... est-ce que l'expérience de la Chine, évidemment, comparaison n'est pas raison, et l'Asie n'est pas l'Europe, et la Chine n'est pas la France, loin de là, mais est-ce que vous auriez... Est-ce que la France ou l'Europe a des leçons à tirer de ce qui s'est passé en Chine avec le coronavirus? Des leçons, je ne sais pas, mais on peut observer. Je pense qu'en France, on devrait être un petit peu modeste, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui a réussi, d'après moi. Et nous avons des gens remarquables en France, dans les ministères, et ça, il y a des gens remarquables. Mais je pense que il y a à mon sens, il y a un défaut de préparation à 3 niveaux. Oui, dites-moi, à quel niveau, oui. Vu d'Asie, parce que compte tenu du fait qu'en Asie, on n'a pas utilisé les mêmes modus operandi, comment je dirais, pour dire comment ensuite on évalue ce qui s'est passé en France. Donc, quantitativement, c'est évident qu'il y a eu un manque dans les stocks des outils de base. Quand on envoie les militaires, il faut les envoyer armés. Donc, dans les stocks de masques et dans les stocks
dans les stocks de masques et dans les stocks de biologiques, de tests, etc. Voilà, mais sans blâmer, mais c'est juste un constat, c'est pas pour critiquer, c'est pour la prochaine fois. Et puis, voilà. Et également, un défaut de préparation au niveau qualitatif. On dépend trop de la Chine. Même si c'est pas cher, on ne peut pas. Il faut compter que sur nous. On est en état de guerre. Il faut rien attendre des Chinois. Ils vendront plus au franc, hélas. Et donc, en état de guerre, on a une mentalité de guerrier et on le fait nous-mêmes. Vous voyez. Troisièmement, nos hôpitaux étaient déjà à flux tendu. Donc on était là parce que la vague, d'abord on la prévient, mais si elle vient, il faut que ces hôpitaux et les services de réanimation. Absolument. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a 3 spécificités françaises pour lesquelles on peut s'interroger vu d'Asie, d'accord ? Oui. Toujours dans la prévention, d'accord ? Et là encore, c'est le corollaire du précédent. On n'identifie pas les cas. On sait qu'en Chine, ça a été le cas. Bon, en Corée, ça a été le cas. En Allemagne, c'est le cas. Donc, cette stratégie d'identification des cas, elle est majeure. Pourquoi ? Parce que les cas sont avant tout familiaux. Moi, je connais une famille où il y avait 5 personnes. Il y en a 2 qui sont morts, qui sont décédés. Un qui est en réanimation. Et le 4e en observation. D'accord ? C'est une pathologie qui est extrêmement transmissible. On a vu à travers le Princess Diamond, où il y avait 20% du navire qui a été... Le bateau de croisière, là. C'est ça. D'accord ? Donc, l'identification des cas, ça doit être, si on peut le faire avant... Capital. Il faut éviter. Ça fait partie de la digue. La digue, c'est les masques, bien sûr, les 3e, les masques, les mains et le mètre, donc le gel, social. Ça, oui. Non, ça c'est les mains, oui, 3, d'accord. Et ensuite, on passe au niveau collectif à l'identification des cas et on les isole tout de suite. Et c'est ça qui vraiment est un petit peu surprenant en France pour l'instant, et je pense que nos autorités vont bientôt y remédier. C'est on laisse pas un cas sortir. Vous voyez, rentrer chez lui, il va contaminer tout le monde et ça va se repropager. Et troisièmement, les personnes contacts, en Corée, dès qu'il y avait quelqu'un, on épluchait son téléphone par n'importe quelle technique de géolocalisation et autres, tout ce qu'on veut, bien sûr. Même si c'est un petit peu liberticide, on est tous, mais en situation de guerre, on n'hésite pas, d'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est à mon sens, peut-être que je me trompe, mais la digue elle a cédé parce qu'on n'a pas utilisé ni les masques, ni les tests. Oui, et on n'a rien géolocalisé. Vous dites justement, on dit que c'est liberticide, mais non. Il faut savoir qui vous avez fréquenté, qui vous avez vu, qui vous voyez, etc., parce que si vous communiquez tout de suite. Quand on a vécu le SARS, etc. Et ça, c'est une première chose. Il y avait un inconscient historique qui fait que les gens étaient très vite. Ont participé énormément, actifs pour cet effort collectif. C'est un effort collectif, c'est une guerre collective. Donc tout le monde participe et on est offensif. Et donc les personnes de contact, on les identifie aussi. Et il y a liberté d'éditorial. Ça c'est voilà. Troisièmement, donc ça c'est les spécificités françaises. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour 2 choses. On a été débordé par le virus. Maintenant, c'est un problème de gestion hospitalière, d'accord, d'avoir assez de lits de réanimation par rapport à la charge. Respirateur aussi. Il faut assez de respirateurs, respirateurs, curare, tout ce que vous voulez pour l'intubation, d'accord. Mais là, je pense que la digue, elle a été déjà, on a été submergé déjà, comme l'Italie, comme l'Espagne, d'accord, parce qu'on n'a pas eu les stratégies préventives. Et nous, on a fait un tableau qui s'appelle le Coroscore, où on marque par pays. Ceux qui ont pris les mesures qui nous semblent avoir fait leurs preuves. Oui, qui ont fait tenir la digue. Absolument. Donc nous, on a une gestion maintenant de digue qui est déjà passée et c'est notre système hospitalier qui va devoir absorber cette vague de patients pour une certaine longueur de temps qu'on ne connaît pas. C'est probablement plus un marathon qu'un 100 mètres, hein, d'accord ? Voilà. Il faut le dire. Bon, mais les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent parce qu'on n'est plus dans cette attitude passive. On prend les choses en main. On a vu notre président qui fait vraiment le maximum. Et on est tous en train de... Voilà, on n'a rien à attendre des autres. Nos usines sont capables de faire des masques.
sont capables Oui. de faire des ventilateurs éventuellement, etc., etc. Docteur Et Zaguri, ensuite, moi, je suis d'accord avec vous. oui. Le bémol, et heureusement qu'on a ça, mais je dirais quand même, nous on est un peu comme ça parce que on a quand même, il y avait 2 mois, on avait, comme vous dites, une avance de 2 mois pour voir ce qui se passait, et je ne suis pas le seul à croire qu'on ne l'a pas utilisé comme il fallait. Mais enfin, on va pas faire de la polémique Ouais, mais maintenant. on refait pas Oui. le match. On refait pas le match. Et puis, On je refait pas le sais match, absolument. Et également quand on a la vision qu'on a actuellement. C'est plus facile, la critique est facile, donc on regarde pas en arrière pour l'instant, c'est pas le moment. On est tous groupés, on est tous solidaires et on essaie de ne pas dépendre ni de l'étranger pour les masques, pour tout ça, et de le faire nous-mêmes, quitte à avoir les livraisons qui viennent de l'étranger. Ce qu'il faut. Mais comme c'est pas comme elles vont venir de Chine et qu'avec les Chinois qui avaient une belle occasion de montrer au monde, écoutez, l'épidémie est née chez nous, on va offrir au monde, parce que nos usines tournent à flot, tous les masques, bien sûr, puisque c'est l'usine du monde. Et ça, je pense que c'est regrettable pour la Chine de ne pas avoir profité de cette opportunité pour dire, écoutez, voilà, c'est ce que la Chine offre au monde, et c'est pas simplement une histoire de gros sous. Mais ça c'est la politique. Ça c'est la politique. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le tarmac quand ils ont vendu aux États-Unis après avoir vendu à la France. C'est une autre histoire. Docteur Zaguri, restez avec nous parce qu'on va voir les questions des auditeurs et je suis sûr qu'ils ont des questions à vous poser. Restez avec nous. Et je voudrais dire au docteur Cron, bonjour Bernard Cron. Bonjour André, c'est passionnant. Alors, notre collègue. Tout à fait. Cher Bernard, juste un mot. On va pas avoir beaucoup de temps. Vous allez parler, mais on va revenir justement. Je vais vous faire revenir demain pour exposer un peu, parce que effectivement, il y a, on doit être tous mobilisés, mais il y a aussi des choses qu'il faut constater, notamment pour parler. On en parlera dès demain de l'histoire de l'expérience Discovery et du coronavirus. Juste un mot, je voudrais que vous commentiez ce qu'a dit, comme ça, en quelques mots. Donc ça, on en parle demain, mais commentez en quelques mots ce qu'a dit le docteur Zaguri. Absolument, le témoignage. André. Bonjour Guillaume, c'est remarquable ce que vous nous avez dit, mais malheureusement, la France, trop fière et trop orgueilleuse, n'a pas fait ça. Je voudrais dire simplement que les masques, en quantité, sont indispensables, et pour pouvoir sortir du confinement, il en faudra au moins 50 millions par jour. Donc que les Chinois se mettent au travail puisqu'ils ont récupéré leur santé et qu'ils nous envoient la quantité de masques nécessaires sous réserve que la France le commande. Et je voudrais dire, André, qu'un chef, comme disait Chirac, ça doit cheffer, et son triumvirat de la santé ne peut pas le virer en plein milieu de la tourmente puisqu'ils sont en place. Il faut bien, au milieu du guet... Vous parlez de qui, Bernard? Quand vous parlez de triumvirat, vous parlez de qui? Le triumvirat, il y en a une qui est virée, c'est Agnès, qui n'a pas pris les mesures 20 janvier pour commander les masques, mais peut-être qu'elle avait des ordres, et elle nous dira peut-être un jour pourquoi, puisque on n'est pas au stade du procès, on est au stade des constats, et puis on a repris Olivier Véran et Salomon, qui étaient déjà à la manœuvre avec Touraine et qui connaissent parfaitement la situation en prenant en main en 2013. En 2013, oui, exact. En 2013. Exact. Donc on n'a pas de masque. Il faut en avoir. Il ne s'agit pas de faire un procès pour savoir pourquoi on n'en a pas, mais en avoir. Car André, je voudrais à nos auditeurs leur dire, premièrement, le virus est partout sur toutes les surfaces. Donc lavez-vous les mains avec des antiseptiques ensuite, dès que vous sortez de vos courses, et ne les faites qu'une fois par semaine. Deuxièmement, que le virus est un aérosol projeté dans l'air par le tout et l'éternuement. Donc il contamine les surfaces, mais il contamine aussi l'air. Donc le masque est indispensable si on est malade, pour protéger les autres et pas leur envoyer les postillons. Et si on n'est pas malade, pour ne pas recevoir ce qui est dans l'air, car ces particules virales peuvent s'agglomérer sur les particules fines de l'air et contaminer. C'est pour ça que dans les pays d'Asie, ils arrivent à arrêter l'épidémie avec une stérilisation des surfaces, des murs et du sol, et qui n'est pas fait en France ou qui commence seulement à être fait dans la commune où j'habite, une fois par semaine, parce que les matériaux ne sont pas là. Donc des masques et des masques. Deuxièmement, pour sortir de ce confinement, il faut en parler dès maintenant, parce qu'on ne pourra pas rester prisonnier chez nous indéfiniment, sinon il y aura la révolution et l'écroulement de notre économie. Et pour en sortir, outre les masques, il faut d'une part des tests diagnostiques immunologiques qui sont au point dans le dépistage. Oui. Le dépistage d'une part, mais surtout savoir qui est atteint par l'immunité. Et je trouve criminel qu'un certain nombre de médecins
transfert par pont aérien des malades dans des zones qui ne sont pas encore atteintes, car ça va faire diffuser la maladie. Et les cliniques qui ont des lits de réanimation en Île-de-France restent vides, car l'hôpital déteste les cliniques privées. Et avec ma carrière, j'en suis très bien placé pour le savoir, André. Ouais. Écoutez, voilà. on va continuer à en parler. Juste, docteur Zaguri, vous avez un mot à ajouter. Vous restez avec nous, mais juste un mot à ajouter avant la pause. Très rapidement. Oui. Bernard, j'ai écouté avec attention ce que vous dites et c'est passionnant, mais je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux gens du ministère et de la DGS. Il y a des gens remarquables, j'en connais quelques-uns, et il faut aussi se mettre dans leur place et avec les informations qu'ils avaient, etc. Ils ont fait beaucoup aussi, même si à la fin il y a eu des manquements probablement, mais ils ont bien géré Contamine et après le tsunami a été vraiment trop fort. Et voilà, mais en tout cas, je pense pas que c'est le moment de faire trop de polémiques. Il faut être groupé, solidaire, leur faire confiance. Et honnêtement, je sens un changement mental. On n'est pas là, on est devenu offensif. On commande des choses, on les fait nous-mêmes, et on n'est plus là à dire c'est la guerre, c'est la paix. Il faut faire que la commission se réunisse pour vous donner l'aval pour faire venir des masques. Vous voyez ce que je veux dire, qui sont du retard et donc des vies en moins. Donc je pense qu'il y a eu un gros progrès et je les en félicite à ce niveau-là. Voilà. Écoutez, je crois que là, il y a effectivement deux positions, mais deux positions qui se synergisent et se complètent. Effectivement, je crois qu'il faut évidemment aider ceux qui travaillent actuellement, mais il faut effectivement pointer ce qui ne va pas. Et je crois que la Chine, on va en reparler après, parce qu'il y aura les questions des auditeurs, a donné à la fois le mauvais et le bon exemple. Le mauvais parce que coronavirus, le bon par la mobilisation. Et nous avons à faire aussi une certaine discipline et de vrais chefs. À tout de suite après ces informations. Et oui, et avant de reprendre la conversation avec le docteur Zaguri en Chine, avec le docteur Cron à Paris, avec vous, auditeurs du Sud Radio, une nouvelle, un scoop, une exclusivité Sud Radio. On vient d'apprendre et on a eu ça en direct de l'Elysée. Écoutez-moi bien. On va très 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 sérieusement, il est très sérieusement question, les discussions sont commencées, que la France va reprendre son indépendance vis-à-vis de l'Union européenne. La France va carrément sortir de l'Union européenne. Le Frexit va avoir lieu dans les mois qui viennent. Sortie de l'Union européenne et rétablissement du franc au 1er janvier 2021. Voilà, c'est ce qu'on vient d'apprendre de rumeurs qui viennent de l'Élysée et de Matignon. On vous tiendra évidemment au courant. Et maintenant, c'est à vous, auditeurs de Sud Radio. Allez, 0826 300 300 direction Aix-en-Provence. On donne la parole à Mireille sur Sud Radio. Oui, bonjour Mireille. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Tout d'abord, merci pour vos excellentes émissions que je suis très régulièrement. Je me permets d'intervenir très synthétiquement. Voilà, mon mari est médecin généraliste libéral de ville et personnellement, j'ai fait une carrière très, très belle dans la fonction publique. Donc, les deux systèmes nous sont précieux et respectables. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les médecins de ville sont totalement exclus de l'hôpital concernant les traitements du Covid. Mais plus grave, actuellement, excusez-moi de revenir là-dessus, pas de masque, toujours pas de masque dans les pharmacies. Et pire encore, des clients se sont vus refuser le dépistage par test auprès de plusieurs laboratoires qui, manifestement, n'avaient pas assez de tests. On leur a dit, vous n'êtes pas suffisamment symptomatique, donc vous retournez chez vous. Toujours, donc, pas assez de tests. Vous voulez dire, attendez, des patients qui avaient des signes quand même, qui avaient des signes de malaise, des malaises, etc. C'est ça. Pas le lambda, quelqu'un qui avait des problèmes et qui est allé au laboratoire. Pas du tout. Mon mari travaille depuis 45 ans. Inutile de vous dire qu'il a un petit peu d'expérience. Et donc, il avait muni ces patients-là d'une ordonnance. On leur a refusé les tests. Parce que, bien sûr, on les a malgré l'ordonnance. Malgré l'ordonnance. Ça, c'est... Voilà. Ça, je voulais le signaler. Je voulais en terminer avec l'exercice du docteur, de mon mari. La sécurité sociale a mis en œuvre un dispositif pour que les médecins qui font des consultations par téléphone, ce qui est la majorité des actes aujourd'hui,
que ces médecins soient payés. Or, ce dispositif est tellement complexe et lourd techniquement que jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 15 jours, les médecins travaillent sans être payés. Point. Voilà. Alors, Mireille, je voudrais que le Bernard... Oui. Allez-y, allez-y. Je voulais... Je vous entends plus, Mireille, là. On ne vous entend plus. Là, c'est mieux, là? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, allez-y, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs, Mireille. C'est pour ça que je voudrais que le docteur Cron réponde à votre question. Oui. Ça va être très, très rapide, là. Ça va être très rapide. Allez-y. J'ai conduit plusieurs programmes de formation au niveau des infirmiers et des aides-soignants. Le fil conducteur de programme en programme a toujours été la prévention, l'anticipation, et donc la dimension préventive au niveau des soins. Ce qui est exactement le contraire de ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement. Voilà. Voilà. Pour terminer, Madame Bachelot m'avait demandé de mettre à sa disposition des étudiants pour vacciner dans les gymnases à l'époque, au H1N1, ce qui a été fait. Voilà. Donc elle. D'accord. Mireille, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On a tous beaucoup de choses à dire. Écoutez aussi, docteur Bernard Cron, par rapport, effectivement, vous en parliez. C'est vrai que Guillaume Zaguri, il faut peut-être lui rappeler, c'est que à la date d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont peut-être pris conscience, mais voilà ce que dit Mireille, le témoignage. Pas de masque, kit de dépistage, il n'y en a pas encore assez. Bernard Cron, c'est vrai qu'on est encore dans la situation du manque. J'espère que ça va changer, mais on est encore là-dedans. Oui, mais André, le problème, c'est que c'est une pandémie mondiale, que si on n'a pas assez anticipé, on va avoir un mal fou, à avoir le nombre de masques qu'il faut, à avoir les tests, et notamment avoir ces tests qui sont remarquables et qui existent maintenant en Asie, mais les machines coûtent cher, il faut les importer ou les fabriquer, et ça prendra du temps. C'est le test immunitaire, c'est le test pour savoir si on a des anticorps contre ce virus dramatique. Et ces anticorps, on peut les doser. Mais attendez. Et si on dose les anticorps, on pourra remettre les gens qui ont leur immunité, on pourra les remettre dans la circulation et sans masque. Il faudra mettre des masques pour ceux qui n'ont pas eu la maladie. Et c'est pour ça qu'il faudra les tests classiques. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'a pas déjà, on peut pas faire, est-ce que ça ne sert à rien ou pas? Parce que les scanners des poumons, est-ce qu'on pourrait pas déjà faire des scanners pulmonaires? Alors, le scanner pulmonaire est typique pour une forme qui est symptomatique, déclarée et en cours. Mais ce sont déjà les formes déjà sévères qui ont ces symptômes pulmonaires. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, une découverte récente qui reste à creuser, parce que les événements vont plus vite que nos connaissances, et je passe 3-4 heures par jour à essayer d'avoir tous les renseignements. J'ai 3 ou 4 personnes qui me transmettent les renseignements qui s'intéressent à votre émission. André, il semblerait que la charge virale donne des formes d'autant plus graves que la charge virale est massive. C'est pour ça que les masques sont fondamentales pour pas attraper massivement la maladie. Et c'est pour ça qu'on a des cas graves. Les masques. C'est certains sujets jeunes, parce qu'ils ont dû attraper une charge virale massive. D'où l'intérêt de la chloroquine et de l'expérience de Rouault. On en reparlera demain si on n'a pas le temps. On en rappellera absolument demain ou lundi, mais je pense demain, absolument. Jean-Marie, d'autres auditeurs. On remercie Mireille de nous avoir appelé depuis Aix-en-Provence. Direction Levallois, on retrouve Karine au 0826 300 300. Oui, bonjour Karine. Karine, on ne vous entend pas. On n'entend pas Karine, on va peut-être essayer d'aller dans l'Aude, retrouver Catherine qui nous appelle au 0826 300 300. Catherine, bonjour. Bonjour Monsieur Bercoff. Oui, bonjour Catherine. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Zaguri concernant le fait qu'il connaît une famille où il y a eu 2 décès, une personne en réanimation et une autre gravement atteinte. Et concernant ce qu'on fait en France, quand on a des symptômes en France et qu'on appelle son médecin généraliste, il demande à rester à la maison parce que on ne sort pas les cas qui sont symptomatiques des foyers, malheureusement. Mais en faisant ça fait que les personnes vont contaminer leur conjoint, leur conjointe.
Et le conjoint va peut-être sortir, faire des courses, etc., contaminer d'autres personnes dans la population. Donc, je pense qu'en plus de rester chez soi, il faudrait vraiment dire à ces personnes-là d'éviter les contacts avec sa famille et peut-être aussi de porter un masque, même un masque en tissu. Si dans les régions, il n'y a pas assez de masques, mais même un masque qu'on fait en tissu, où il y a plein de tutoriels pour faire des masques chez soi, c'est toujours mieux de tousser dans un masque que de tousser sans masque, de contaminer sa famille. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Zaguri, mais c'est une étape supplémentaire qui pourrait être une protection pour la famille et pour ceux qui vont sortir et contaminer d'autres personnes. Tout à fait. On va demander, docteur Zaguri, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire? Je pense que je vous donne l'expérience que nous on a vue en Asie. En Asie, il aurait été inconcevable qu'une personne rentre chez elle. En tout cas, à Shanghai ou à... Inconcevable. Obligatoire. Alors qu'en France, vous voyez, c'est le contraire, pratiquement. Ouais. Oui, ça c'est d'autres stratégies. Ce que je voudrais dire aussi également, c'est que là actuellement, justement, la digue elle a été passée. Maintenant, on va lutter avec nos lits de réanimation, 5 000, 7 000, 14 000, 20 000, un tsunami de patients qui est en train d'arriver. D'accord. Et donc, pour comprendre cette maladie et pour voir le next step, le prochaine étape, il faut comprendre une chose très importante. Il faut comprendre qu'il y a des patients à risque, des patients vulnérables. 80% de la mortalité en France se concentre sur les plus de 75 ans. D'accord. Ces gens-là, d'accord. Et en Italie, on a fait une étude. 99% des décès en Italie étaient attribuables à des gens soit âgés, soit qui avaient des morbidités. Comorbidités, comme l'asthme, d'autres maladies, etc. Donc c'est ces gens-là qui sont fragiles. Et ces gens-là, il faut reconstruire une digue protectrice autour de ces gens-là. Tant qu'on n'aura pas, c'est la priorité des priorités, c'est ces populations vulnérables. Et après, on pourra voir pour la population générale. Voilà. C'est ça, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Pas les sacrifier. En Asie, pas les sacrifier. Oui. Absolument, en Asie, il faut. Voilà. En Asie, tout cas identifié, aller à l'hôpital. Et c'est les deux hôpitaux de 1000 lits construits en 15 jours, c'est-à-dire 2 fois la pitié, 1000 lits. C'était fait juste pour mettre des gens en observation. Les gens, on les garde pendant 15 jours. Oui, il faut rappeler qu'ils ont construit deux hôpitaux, effectivement, 2 fois la pitié en 15 jours. Et oui, ils ont paré au plus pressé et c'était très important. Et ils ont amené... J'ai fini. Ils ont construit 2 hôpitaux en 15 jours, 2000 lits, donc 2 fois la pitié. Et également, ils ont ramené 30 000 professionnels de santé pour relier tous les professionnels qui étaient, tous les médecins, etc., les infirmiers, toutes les équipes médicales qui étaient complètement épuisées. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les corps tout doucement s'inverser après. Voilà. Mais oui. Oui, merci docteur Zaguri. Oui, Jean-Marie, oui, merci Catherine de nous avoir appelé de l'Aude. On retourne à Levallois où on a retrouvé Karine au 0826 300 300. Rebonjour, merci. J'avais plusieurs questions à poser au docteur Zaguri et également peut-être au docteur Cron. Alors, sur la Chine, parce que j'ai entendu tout son témoignage, en ce qui concerne justement l'histoire du matériel que la France a livré début février, au mi-février à la Chine, moi j'étais, si vous voulez, un petit peu... Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est quand on regarde les ordres de grandeur. Vu que la province de Wuhan donc, est à peu près de la taille de ce qu'il disait de la France, avec donc une population, je crois, de 80 millions, donc un petit peu plus... 60, donc vraiment tout à fait comparable à l'échelle de la France. Sachant que je crois que quand même on a 1,4 milliard de population au niveau de la Chine et que toute l'industrie n'est pas concentrée dans la province de Wuhan. Donc je voudrais comprendre pourquoi la Chine a eu besoin de faire appel à la France pour fournir du matériel. Le reste de la Chine ne fonctionnait plus. Ça c'est ma première question. Deuxième question, c'est au niveau de... Attendez, elle va... que docteur Zaguri répondait rapidement. Allez-y. Très rapidement, il faut comprendre que les Chinois ont été surpris par cet épisode qui arrivait en plein Chinese New Year, de Nouvel An chinois. Nouvel An chinois. Vous avez qui arrive sur la France le jour de Noël. Et après, donc tous les travailleurs étaient déjà rentrés dans leur province. Et il y a 1 milliard de voyageurs dans ces cas-là qui vont dans leur province. Et s'il n'y a rien de pire pour la contamination que ce risque-là. Et donc après, il était hors de question de les faire revenir dans les usines. On avait tout arrêté parce que là, on aurait... Ils n'avaient pas de stock. Ils n'avaient pas de stock.
Je sais pas s'il y avait peut-être des stocks, mais tout était. Écoutez, excusez-moi, mais très peu de voyages. Oui, parce que c'est quand même étonnant. Parce que nous, non mais il faut dire, je relaye Karine juste un moment. Nous avons été, non pas, c'est très bien la solidarité, docteur Zaguri, mais on a été assez étonnés que la France, qui manque de tout, il déclare manquer de tout, a envoyé 17 tonnes le 19 février à la Chine. 17 tonnes de matériel, vous voyez. Alors, la France. Je comprends, mais je vais vous faire une observation que nous on a eue à Shanghai. À Shanghai, à un moment, on n'avait quasiment plus de masques et c'était une bataille de tous les jours pour aller se fournir dans les pharmacies et c'était rationné. Et également, même le Doliprane pour ne pas masquer la fièvre, parce qu'on est checké à tous les coins de rue, vous êtes checké en température devant les offices, etc. On n'avait pas le droit d'acheter du Doliprane sans son passeport. Non, c'était vraiment une bataille. Oui, il y avait une pénurie, quoi. Ouais, même là. Bien sûr, ils ne voulaient pas que les gens. Et ils ne voulaient pas que les gens masquent leur fièvre avec des antipyrétiques. D'accord. Karine, écoutez, ce que je vous propose, je sais que vous avez d'autres questions. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. On va essayer de la prolonger dorénavant parce que vous êtes très nombreux à nous poser des questions et quand on a évidemment le docteur Zaguri et le docteur Cron, je vous propose quelque chose, Karine, en tout cas. Le docteur Cron va revenir demain pour parler de ce qui se passe avec Discovery et la chloroquine et tout cela. Appelez demain à la même heure, à l'heure de Berkoff dans tous ses états et vous poserez vos questions. Merci et merci à tous surtout. Et merci à vous, Karine. Désolé pour Eric qui nous appelait du Gard. Promis, on vous rappellera demain si vous voulez, parce qu'on n'avait pas le temps de vous donner la parole au 0826 300 300. Merci à nos deux invités, Bernard Cron, notre ministre de la Santé à nous, chirurgien, vice-président de l'Internat de Paris. Merci à Guillaume Zaguri, qui est médecin généraliste, qui a vécu pendant 20 ans à Wuhan et qui était en direct sur Sud Radio depuis la Chine. Prenez bien soin de vous, monsieur Zaguri. André Berkoff, en 2 mots, vous nous avez donné quand même une information importante il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus rapidement? Écoutez, c'était effectivement comme le poisson d'avril aujourd'hui est devenu viral. Il était temps de virer le coronavirus pendant un moment et de dire quelque chose qui peut-être plaira à beaucoup de gens, peut-être moins, mais c'était évidemment un poisson d'avril. Voilà, la France n'est pas sortie de l'Union européenne. C'était un poisson d'avril d'André Berkoff. La journée continue sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Émission un peu spéciale. Émission en hommage justement à Pierre Bénichou, qui nous a quittés hier. Belle journée à vous sur Sud Radio. Prenez soin de vous surtout.